Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Content de vous retrouver ce soir pour cette énième chronique hebdomadaire avec notre ami Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous voyez, on finit par y arriver, hein. Oui, alors content de vous retrouver, Monsieur Cohen, encore une fois. Oui, Les amis, ce soir, beaucoup d'actualités à discuter avec notre ami Monsieur Cohen. Donc, on va commencer tout de suite avec, bien sûr, l'événement au sein du gouvernement israélien avec le limogeage du ministre de la Défense. Monsieur Cohen, je vous laisse y aller. Et comme d'habitude, bien sûr, vous connaissez le principe sur toutes les plateformes. Vous avez la possibilité d'intervenir. Je vous mettrai le lien sur YouTube. Et sur TikTok, vous pouvez donc bien sûr prendre la parole, faire la demande. Voilà les amis. Allez, à tout de suite. Monsieur Cohen, c'est à vous. alors, oui, bonsoir à tous. Donc, il s'est passé un événement qui peut-être est passé inaperçu dans les médias ici, en tout cas sur les réseaux sociaux. C'est que Netanyahou a procédé à un limogeage sec et rapide du ministre de la Défense. C'est assez exceptionnel, c'est-à-dire par exemple en période de guerre, de limoger un ministre de la Défense. Et donc en fait, ça montre, disons que pour commencer, euh, c'est un durcissement de la politique de Netanyahou s'il en était encore besoin, parce que en fait, on pensait que Netanyahou ne pouvait pas être plus exclusif et plus dur, mais en fait, ça marque quand même un tournant assez important euh, de l'état d'esprit de la politique israélienne, de la cohésion d'une ligne politique qui va être menée par Netanyahou. Et donc, avec son ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui n'est pas un enfant de cœur, hein. Je vous rappelle que la première semaine de la guerre avec Gaza, il avait déclaré que les Gazaouis étaient des animaux humains, qu'il fallait leur couper les vivres, l'eau, l'électricité, etc. Donc, c'est pas vraiment un enfant de cœur. Mais il avait quand même des divergences de vues avec Netanyahou. Bon, ces divergences étaient les suivantes. Vous savez qu'en Israël, à la création de l'État, les religieux étaient représentés peut-être 1 ou 2% de la population. Les vrais, enfin les orthodoxes. Peut-être 3%, enfin bon, je veux dire vraiment un chiffre ridicule, sur une population de 600 000. Donc c'est vraiment, enfin, et donc les religieux, pour participer au gouvernement avec Ben Gurion, avaient exigé que les jeunes orthodoxes ne fassent pas l'armée, ce qui leur a été accordé. Et c'est un privilège qui leur est resté depuis 1948, alors qu'ils sont aujourd'hui, pourraient être des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, enfin bon, en âge de faire le service militaire. Or, la Cour suprême a exigé, a demandé au gouvernement d'enrôler les religieux, parce que sur un principe d'égalité. Et Netanyahou, qui a besoin des partis religieux pour avoir sa coalition, euh, ne veut pas, ne veut pas leur faire de peine, et donc il transige, il reporte, enfin, et donc il n'applique pas cette mesure. Et comme aujourd'hui l'armée israélienne est vraiment, enfin, subit des pertes, est en guerre depuis 1 an, et la majorité de l'armée, ce sont des réservistes, c'est-à-dire des gens qui ont un boulot, qui ont une famille, etc. Et donc, il y a des morts et des blessés par milliers. Et ça paralyse l'économie, et puis il y a un sentiment d'injustice aussi.
Pourquoi les religieux qui pourraient faire le service militaire ne le font pas? Et donc, Galante a demandé à ce que les religieux soient incorporés. Deuxième disons, terrain de conflit, c'est que Galante voulait une enquête approfondie et indépendante sur les événements du 7 octobre. Bon, en général, vous savez, même en Israël, lorsqu'il y a une commission d'enquête comme ça, vous savez, c'est comme aux États-Unis, il y a l'enquête sur l'assassinat de Kennedy ou sur les tours. Bon, en général, on étouffe. D'ailleurs, par exemple, quand il y a eu l'assassinat de Rabin, il y a eu une commission d'enquête et elle a dit qu'il n'y a rien. Voilà, donc, alors que, bon, on pouvait se poser pas mal de questions. Mais le problème n'est pas là. Et donc, manifestement, la commission d'enquête, si elle a lieu, à mon avis, elle n'ira pas très loin parce qu'elle ne peut pas heurter certains éléments de l'État profond, notamment par exemple l'implication pour la moitié des morts israéliens de l'armée israélienne, qui est prouvée. Enfin, aujourd'hui, on a des documents, etc. Et donc, c'est un problème. Voilà. Alors, le troisième point, c'est, alors il y avait l'enrôlement et les otages. Voilà. Vous savez que Netanyahou, pour lui, les otages ne sont pas, c'est pas qu'ils ne sont pas importants, mais disons, ce n'est pas la priorité. Pourquoi? Parce que les deux ministres d'extrême droite qui ont 12 ou 13 députés avec eux, lui ont dit que si tu ne continues pas la guerre jusqu'au bout et tu fais une trêve pour libérer les otages, on quitte le gouvernement. Donc c'est une menace et Netanyahou ne peut pas se permettre de tomber. Sinon, c'est le tribunal qui l'attend et peut-être la prison. Et donc, il a mis fin brutalement aux fonctions du ministre de la Défense. Et ce ministre de la Défense, il était aussi courtisé par Biden. Il avait été reçu par Biden, etc. Parce que, disons que Biden, le gouvernement américain aurait pu faire pression pour qu'il devienne lui le Premier ministre parce qu'il aurait pu se montrer plus souple. Donc aujourd'hui, les jeux sont clairs, sont encore plus clairs qu'avant, c'est-à-dire c'est la guerre à outrance, les privilèges des religieux restent intacts, pas d'enquête sur le 7 octobre, les otages, on s'en fiche, et donc c'est quand même une indication sur la volonté de Netanyahou de mener son plan jusqu'à son terme. Enfin, jusqu'à son terme, c'est-à-dire, à mon avis, comme je l'ai dit dans une interview récente, jusqu'à l'élection de Trump. C'est-à-dire que c'est un cadeau qu'il fera à Trump. Enfin bon, de toute façon, je pense que dans encore 2 mois, et sur Gaza, je ne sais pas, enfin bon, même s'il n'y a pas une défaite totale du Hamas, etc., je crois que quand même la situation, enfin disons que les Israéliens pourraient accepter une trêve et permettre à Trump d'arriver, disons, dans une ambiance beaucoup plus saine et moins chaotique et qui soulève beaucoup de problèmes. Donc je pense que on arrivera probablement à une trêve d'ici le 20 février. Voilà. Mais il voulait probablement que Netanyahou voulait avoir les coups des franches et aller de l'avant jusqu'à cette date-là. Voilà ce que je voulais dire sur l'éviction du ministre de la Défense. Très bien, merci M. Cohen. Les amis, comme d'habitude, vous avez la possibilité d'interagir avec nous. N'oubliez pas de faire votre demande, que ce soit sur TikTok ou sur les autres plateformes.
Alors, bien sûr, vous avez fait allusion à l'arrivée de Trump, à l'élection, pardon, de Trump au pouvoir. Et quelle lecture vous faites par rapport justement, vous, à son élection? Et est-ce que c'est une surprise pour vous? Et est-ce que concernant la situation en Palestine, on peut voir un point positif ou plutôt un soutien Alors, à Israël, justement? alors, pour moi, ce qui était surprenant, et je crois que pour beaucoup de monde, hein, c'est la victoire écrasante de Trump. Et en fait, elle s'explique au moins par un élément très important qui n'a pas été très relevé, mais que moi j'avais entendu sur des chaînes américaines, c'est que Trump, bon, il s'est fait avoir en 2020, et qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Il a mobilisé près de 200 000 à 300 000 personnes, d'accord? Des militants du Parti républicain, 200 000 à 300 000 personnes qui sont rendus dans tous les bureaux de vote et qui, avec des appareils photo surveillés, etc., et des milliers d'avocats prêts à intervenir. Donc, dès qu'il y avait le moindre mouvement, par exemple des enveloppes qui étaient glissées, ou bien des enveloppes qui arrivaient, ou bien peut-être quelqu'un qui votait deux fois, enfin, qui n'était pas sûr, on appelait tout de suite la police qui arrivait et qui mettait de l'ordre. Et ça a tellement bien fonctionné que, vous savez, par rapport à 2020, il y a eu 15 millions de votants en moins par rapport à 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, il y a eu 15 millions de voix trafiquées. Voilà. Et donc, en fait, ça montre que Trump s'est très bien organisé cette fois-ci. Il ne s'est pas laissé prendre. Et donc, je pense en tout cas, bon, qu'il va choisir mieux. Il va essayer d'éliminer ceux qui sont mis en travers de son chemin, les chefs de la CIA, du FBI, du ministère de la Justice, etc. Il ne fera aucun cadeau. Bon. Maintenant, par rapport au Proche-Orient. Bon, d'abord, je voudrais dire une chose de manière générale. Moi, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait de dire que Trump est un anti-guerre. Voilà. C'est-à-dire, on répète souvent que Trump n'a lancé aucune nouvelle guerre. Bon. Ce qui n'est pas nécessairement. Après tout, Biden n'a pas lancé de nouvelle guerre, hein, que je sache, en 4 ans. Donc, par contre, Trump, c'est quelqu'un de très nationaliste et qui ne fera pas de cadeau à aucun autre pays. Et donc, je peux montrer que lorsqu'il était président, il n'a rien fait pour, comment dire, pour calmer les zones de conflit. Donc, je m'explique. Par exemple, en Ukraine, il aurait pu très bien, il avait 4 ans pour dire à Poutine qu'il ne demandait que ça à l'époque. Il aurait pu dire, bon, très bien, il y a un conflit avec Poutine, c'est vrai qu'on est à ses frontières, on veut installer des fusées qui peuvent toucher Moscou en 3 minutes, c'est pas ça, etc. Pas du tout. Il n'a rien fait. Il a laissé le plan se dérouler pour attaquer la Russie en 2022. Deuxièmement, il a dénoncé un accord très important avec la Russie sur l'interdiction des missiles à courte et moyenne portée en 2018. Bon. Troisièmement, il y a des soldats américains en Syrie qui occupent une zone où il y a du pétrole, illégalement évidemment, et qui pompent le pétrole à leur compte. Qu'à ma connaissance, ils étaient là depuis Obama. À ma connaissance, Trump ne les a pas rapatriés. Autre chose,
Et ça, c'est vraiment important parce que ça aurait pu vraiment détendre l'atmosphère au Moyen-Orient. Vous savez qu'en 2015, il y a eu un accord entre les grandes puissances et plus l'Allemagne, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Allemagne, et l'Iran, pour un accord pour lever les sanctions contre l'Iran, économique, c'est-à-dire que l'Iran retrouvait son rang dans l'économie mondiale, dans le commerce, récupérer l'argent gelé, etc. Mais en contrepartie, l'Iran acceptait de faire contrôler son programme nucléaire par l'AIEA. Et donc, pendant 3 ans, tout allait très bien. C'est-à-dire qu'on contrôlait, on savait que l'Iran ne dépassait pas le niveau pour construire une bombe atomique. Et petit à petit, l'Iran réintégrait la communauté internationale, si vous voulez. C'est-à-dire il y avait de moins en moins de sanctions, etc. Or, sous pression israélienne, Trump a dénoncé l'accord. Et donc, retour aux sanctions et l'Iran, la liberté pour l'Iran de faire ce qu'il voulait en matière de développement nucléaire. Ce qui fait dire qu'aujourd'hui, l'Iran pourrait construire une bombe atomique, ou quelques-unes, en l'espace de quelques jours. Ça veut dire qu'il suffit d'assembler, etc. Voilà. Alors, dernière chose à propos d'Israël, c'est non, deux choses sur le. D'abord, c'est celui qui, soi-disant, avait amorcé la paix entre Israël et les pays arabes, ce qu'on appelle les normalisations. Or, les normalisations, pour moi, ce sont des actes de capitulation. C'est pas la paix. La paix, ça veut dire que Israël accepte un État palestinien, accepte les résolutions internationales sur la Palestine, sur le Golan, etc. Or, les normalisations qu'il y a eu jusqu'à présent, et la prochaine qui viendra avec l'Arabie Saoudite, c'est pas ça. Ces normalisations sont une capitulation, c'est-à-dire les pays qui ont normalisé acceptent de se soumettre au diktat israélien. Ça veut dire, OK, on fait la paix et on n'a rien en échange. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas d'État palestinien, Jérusalem est toujours occupée, le Golan est toujours occupé, etc. Donc, et ça, on le met au crédit de Trump. Et ça, c'est la vision qu'il a de la paix future, c'est-à-dire une soumission du monde arabe au suprémacisme sioniste. C'est ça sa vision. Et donc, il ne faut pas, à mon avis, il n'y a rien à attendre de lui autre chose que le maintien de la suprématie israélienne sur la région. Et ça passe par l'absence d'un État palestinien. D'ailleurs, où est-ce qu'il va se mettre cet État palestinien? La Cisjordanie a déjà 1 million de colons. On va pas les sortir, 1 million de colons. Et comme j'ai dit dans une interview récente, il y a une quasi-unanimité dans la classe politique israélienne, une quasi-unanimité, gauche ou droite, hein, c'est pas la peine de rêver, que tous sont contre la création d'un État palestinien. Et la Knesset, le Parlement israélien, a voté il y a quelques semaines une résolution qui allait dans ce sens-là. Donc Trump ne changera rien du tout et peut-être il essaiera encore une fois de pousser à la normalisation. Le plus important, à mon avis, ça sera l'Arabie Saoudite.
je pense que l'Arabie saoudite finira par le faire, à mon avis, c'est que je pense. Et donc, ça sera l'acceptation. Bien sûr, il y aura quelques États qui refuseront, mais bon. Mais il y aura les gros morceaux qui accepteront cette normalisation. Ça veut dire, pour encore une fois, cette soumission du monde arabe à l'État d'Israël. Voilà. Alors, très bien, merci, Monsieur Cohen. Je le rappelle, les amis, ceux qui veulent participer, vous avez la possibilité de le faire. Alors, je vais regarder vite fait sur le chat. J'ai vu qu'il y avait une ou deux questions. Alors, là. Monsieur Cohen, comment expliquez-vous que Trump, étant considéré comme complotiste et antisémite, puisse être encore élu président sans se faire éjecter du système? Qui c'est qui l'a traité d'antisémite? Je sais pas, c'est la question que je relis là, mais après, c'est vrai qu'il n'a pas été. Bon, on l'a traité on l'a traité de complotiste, on l'a traité de Hitler, etc. Mais vous savez, c'est ça. C'est en fait, le système, il est tombé dans son propre piège. C'est-à-dire que CNN, les grands médias traditionnels, le New York Times, le Washington Post, etc., et le Facebook, les réseaux sociaux, donc comme ils avaient un discours unanime, ils ont fini par croire eux-mêmes à leur propre délire. C'est-à-dire, ils ont fini par croire que Trump ne veut pas gagner, il est trop ceci, il est trop cela, etc. Ben, moi, j'ai entendu des émissions où on disait que c'était Hitler. Donc, en fait, et on avait l'impression qu'on a tellement diabolisé qu'il ne pouvait pas être président. Mais je ne crois pas qu'il ait été traité d'antisémite. Enfin, bon, à ma connaissance, non. Mais complotiste, oui, d'accord. Sauf que ça s'est révélé faux, c'est-à-dire que les Américains ont démenti, ont apporté un démenti cinglant, d'autant plus que tout à l'heure j'avais dit que les démocrates n'avaient même plus accès à la possibilité de trafiquer les votes. Et donc, les démocrates sont tombés dans leur propre piège, c'est-à-dire le délire de croire on va tellement insulter Trump que les gens vont dire oh là là, on ne peut pas voter pour lui. Vous savez, par exemple, en France, il y a eu un sondage 85% des Français, s'ils devaient voter, n'auraient pas voté pour Trump. 85%. Bon, c'est juste pour dire à quel point ici, le matraquage médiatique a fonctionné sur le cerveau des gens. Mais aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Aux États-Unis, d'abord, Trump a su parler aux gens. Quand il faisait des meetings, ils étaient des dizaines de milliers. Quand il faisait des interviews, par exemple, 1 ou 2 semaines avant, il est passé avec un type qui s'appelle Logan, Logan, qui est probablement le YouTuber le plus populaire aux États-Unis. Il a fait 30 millions de vues. Donc en fait, l'État profond américain, il n'a pas pris en compte tout ça. Il s'est dit, on va entourer Trump d'un nuage de complotisme et on va le massacrer et tout le monde va suivre. Et les Américains n'ont pas suivi. Voilà, c'est ça le truc qui est arrivé. C'est ça qui est fantastique. C'est que les Américains sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus lucides sur leur intérêt et n'ont pas marché dans la propagande. Les Américains, ce n'est pas les Français. C'est-à-dire les Français, on leur dit attention, le RN, j'ai aucune sympathie pour le RN, loin de là, et d'ailleurs, il ne fera pas grand-chose, mais c'est juste pour dire bon, voilà, attention, le RN, c'est le nazi, etc. Et tout le monde vote Macron. Voilà. Alors que aux États-Unis, ça n'a pas marché.
toute cette aura de complotisme et de diabolisation, au contraire, ça a même renforcé Trump parce que les gens étaient écœurés par les démocrates. Was, je te donne la parole juste après. Alors, il y avait une déclaration aujourd'hui de Netanyahou. Donc, réunion de crise. Il aurait demandé au chef du Mossad de préparer nos actions et nos organisations. Il y a 86 ans, on attaquait les Juifs sur le sol européen. Netanyahou met en garde l'Europe. Il y a 86 ans, ça veut dire que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, non? Ouais, c'était juste. Non, Bon, à c'était mon avis, longtemps. il doit faire référence à ce qui s'est passé à Amsterdam. Vous savez ce qui s'est passé à Amsterdam hier Oui, soir? oui, bien sûr. Bon, vous savez, si d'abord les Israéliens se sont comportés comme des voyous dans le stade. J'ai vu des vidéos, hein, c'est pas du tout du complotisme, hein. Des vidéos, les supporters israéliens, les hooligans, ils chantaient il n'y a pas d'écoliers à Gaza parce qu'il n'y a plus d'enfants. Voilà. Donc je les ai entendus. Enfin bon, c'est dans la vidéo. Il y a eu une minute de silence pour l'Espagne. Ils ont fait du chahut pendant 7 minutes de silence. Quand ils sont sortis du stade, il y avait des drapeaux palestiniens accrochés à des immeubles, quelque chose. Ils sont allés les arracher, ils criaient, etc. Et donc, les groupes de Maghrébins se sont organisés et ils sont rentrés dedans. Voilà. Et donc, ils leur ont donné une leçon. Voilà. Alors, évidemment, aujourd'hui, vous avez entendu ça dans les médias français. Ça a été, bon, c'était la Deuxième Guerre mondiale, quoi. C'était une nouvelle Shoah. C'est pas vrai, voilà. C'était des voyous qui ont été corrigés. Et donc, Netanyahou veut encore profiter, veut créer une émotion en Occident, en Europe surtout, pour dire oh là là, les Juifs sont en danger, on est en train de les poursuivre comme au temps des nazis, donc il faut se préparer. Bon, c'est encore une tentative de couvrir les crimes qu'ils commettent à Gaza et au sud-Liban. Et malheureusement, comme les médias occidentaux leur sont serviles, ça va marcher parce que de ce que j'ai vu aujourd'hui dans les médias français, par exemple, sur ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est juste répugnant. Voilà. Justement, j'ai pas trop suivi l'actualité. On me dit, ouais, tu parles pas de ce qui s'est passé hier, mais effectivement, là, je regarde un petit peu. Et est-ce que cet événement qui a eu lieu à Amsterdam, est-ce que ça peut avoir un impact sur les relations Maroc-Israël, par exemple? Non, je ne crois pas. C'est-à-dire, en fait, euh, moi, je pense que la normalisation entre le Maroc et Israël, elle est profondément stratégique. C'est-à-dire que le Maroc a décidé, coûte que coûte, d'aller dans cette voie. Voilà. Et donc, il y aura des moments où il devra avaler des couleuvres, le Maroc, parce que, bon, voilà, il y aura cette affaire-là, il y aura d'autres affaires. Mais, à mon avis, il faudrait vraiment un tremblement de terre géopolitique pour que le Maroc change de politique. Voilà. Parce que voilà, le Maroc, enfin le régime marocain, si vous voulez, ou la monarchie marocaine, s'est engagé à fond dans cette alliance. Voilà. Et d'ailleurs, dont il pense pouvoir récolter les fruits, par exemple, avec la visite de Macron sur le Sahara, etc. Voilà. Was, si tu veux prendre la parole maintenant. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur Cohen, bonsoir Marie, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui.
Très bien. Donc moi j'aurais deux petites questions justement concernant l'élection de Trump. La première c'est par rapport justement à la normalisation avec l'Arabie Saoudite, parce que là il y a un sommet arabo-islamique, mais avec la présence des Russes au fait au passage. Et donc ça c'est pour donc je suppose que c'est pour s'organiser et éventuellement dire nous allons reconnaître je sais pas quoi. Mais est-ce qu'elle n'aura pas des conséquences directes, c'est-à-dire sur ces régimes arabes de manière générale? Donc une sorte de printemps arabe bis. Donc ça c'est la première question, parce qu'on va dire qu'il a les moyens de les pousser par rapport au pétrole, gaz, etc. Économiquement, il peut pousser ces monarchies du Golfe à pardon le terme, mais à baisser le froc. Et la deuxième question, c'est par rapport à l'Iran, c'est-à-dire est-ce que là justement, il pourrait pas en profiter et donner le feu vert directement aux Israéliens de faire le sale boulot qu'ils voulaient faire depuis toujours et d'en terminer et d'en découdre une bonne fois avec les mollahs en particulier. C'est-à-dire même si c'est pas une guerre frontale, mais vraiment écraser les mollahs à Téhéran. Donc c'était ça les deux questions. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais commencer par l'Iran parce que j'ai eu l'occasion de dire ici, à quelques reprises en tout cas, et il n'y a pas longtemps, que ça fait 25 ans au moins que ça démange les Israéliens et l'Occident de renverser ce régime iranien. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils sont dans l'impossibilité militaire de le faire. C'est-à-dire, ils savent, les Israéliens le savent, les Américains le savent, qu'un conflit global, général, ils paieront un prix très lourd, les Israéliens et l'Occident. Et d'autant plus aujourd'hui que l'Iran, alors qu'ils auraient pu le faire il y a 2 ou 3 ans, aujourd'hui, l'Iran, il est intégré dans les BRICS, un membre à part entière des BRICS. Il a des accords stratégiques avec la Russie qui ne le laissera pas tomber. Et donc, comment dire, tenter de liquider ce régime est devenu, pour moi, quasiment infaisable, impossible. Voilà. Parce que les contre-coups pour l'Occident seront terribles. Sur le plan du pétrole, sur le plan des... les Américains ont des bases navales énormes dans le Golfe qui sont quasiment indéfendables. Il pourrait y avoir des milliers de morts. Sur le plan du pétrole, fermer le détroit d'Ormuz, ça serait une catastrophe pour l'Occident en termes de pétrole, etc. Sans compter, peut-être que ça peut soulever un soulèvement fantastique dans la région. Et donc, franchement, c'est une éventualité qui s'éloigne de plus en plus. Et on l'a vu d'ailleurs, la dernière tentative israélienne de frapper l'Iran. Franchement, j'ai entendu vraiment plusieurs experts américains. Elle était presque nulle, quoi. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas fait grand-chose. Voilà. Et donc, voilà, ça paraît vraiment improbable. La première question, elle est plus délicate, si vous voulez. Vous savez, bon, vous faites probablement allusion à l'organisation de la conférence islamique, qui sont 56 ou 57 pays, la Ligue arabe et des pays musulmans. Ces pays, depuis 1 an, enfin depuis 14 mois, ils ont brillé par leur incompétence, leur lâcheté, leur désunion. Enfin, je ne trouve pas des mots, je n'ai pas envie d'utiliser certains termes parce qu'ils seraient trop insultants, mais je trouve que quand on a 56 ou 57 pays et quand on assiste les bras croisés à l'écrasement de Gaza avec tout ce que cela comporte et depuis le Liban, je trouve que c'est dramatique. C'est dramatique, ça montre à quel point ils sont vraiment hors de l'histoire. Voilà. Alors, moi, je suis convaincu, mais encore une fois, c'est une conviction personnelle, hein, qui repose sur rien. Voilà.
C'est-à-dire que je suis comment dire, la question depuis pas mal de temps. Vous savez qu'avant le 7 octobre, on était sur le point de signer. D'ailleurs, je me demande, enfin certains analystes se demandent si le 7 octobre n'a pas été une action décidée pour bouleverser cet agenda de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, qui aurait quasiment scellé le sort des Palestiniens, de Gaza, etc. Et ils étaient sur le point d'aboutir à un accord. Et juste pour vous dire, l'Arabie saoudite ne demandait pas la reconnaissance d'un État palestinien. Ils savent très bien, aucun pays arabe, aucun pays européen, aucun pays dans le monde ne peut rêver qu'il y aura un État palestinien. Donc c'est hors de l'imaginaire, sauf dans les discours officiels pour faire plaisir, pour caresser les Palestiniens et les Arabes dans le sens du poil. Voilà. Et donc, à mon avis, l'Arabie saoudite, d'ailleurs, le Ben Salman n'était pas allé à Kazan pour le sommet des BRICS. Et il n'a pas ratifié son adhésion aux BRICS. Donc, ça montre que l'Arabie saoudite n'est pas vraiment... Je comprends très bien Ben Salman. C'est-à-dire, on a dû lui transmettre le message que s'il joue à fond la carte russe, la carte des BRICS, il pourrait lui arriver un accident. Voilà. Et avec les Américains, on ne sait jamais. Voilà. Donc, à mon avis, Ben Salman, il va avancer très prudemment parce qu'il a des ennemis à l'intérieur aussi. Vous savez que Ben Salman, un jour, enfin, pour affirmer son autorité, il avait réuni des centaines de princes, la famille royale, contre des centaines et des centaines de princes. Il les avait réunis au Ritz, enfin un grand hôtel, je crois que c'était le Ritz. Et ils sont venus, ils pensaient que ça allait être la fête et tout. Il les a bouclés, il les a bouclés, hein, il les a enfermés, et il leur a dit, vous allez donner une partie de la fortune que vous avez, sinon vous resterez enfermés. Et donc, il les a vraiment... Donc, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas... Bon, très bien, aujourd'hui, il est puissant, mais on peut très bien fomenter des coups contre lui. Et on peut trouver des volontaires pour fomenter des coups contre lui. Donc, il sait très bien qu'il joue un jeu très, très subtil. Et donc, il n'a pas intérêt, apparemment en tout cas, à affronter la volonté américaine. Et donc, si l'Amérique, une fois qu'on aura cette espèce de trêve à Gaza et au Liban, on dira à l'Arabie saoudite, bon, maintenant, il faut normaliser. Voilà. Et donc, c'est pour ça, moi, mon intime conviction, c'est que je pense qu'il y aura une trêve avant l'arrivée de Trump au pouvoir et qu'à ce moment-là, on engagera les négociations pour la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël en donnant quelques garanties pour sauver la face. Très bien. Was, tu veux réagir ou ça va? Oui, merci. En fait, ça rejoint ce que je pensais. Donc, éventuellement, juste je pense qu'il pourra le faire. Effectivement, il n'a pas trop le choix. Et il va même faire peut-être une sorte de déclaration en mode je déclare l'État palestinien, mais une sorte de déclaration comme il a fait avec le Maroc pour le Sahara occidental. Mais on ne sait pas sous quelle frontière, il n'y a aucune garantie, etc., etc. Mais merci beaucoup pour la réponse, Monsieur Cohen. Et je suis d'accord aussi pour lire, je ne pense pas qu'ils vont faire grand-chose. Très bien, merci. Alors, Monsieur Cohen, je ne sais pas si vous avez vu passer récemment, je crois que c'était la semaine dernière, c'était une interview de Charles Anderlin, pardon, concernant la création, du moins la création, la construction du 7 octobre et le financement du Hamas. Je crois que j'ai dû voir quelques extraits qui passaient. Je n'ai pas vu l'interview intégralement, je crois. Mais j'ai vu des extraits qui passaient dans des sites comme ça, sur Telegram. J'ai vu des extraits, voilà. Ah ben, je vais vous faire écouter... Sur Telegram, j'ai vu des extraits. Hop là, attendez, je vais vous faire écouter une petite partie. D'accord, d'accord.
Alors. Qu'est-ce qui permet de dire que Netanyahou aurait favorisé le financement du Hamas par le Qatar? Écoutez, en 2012, Benjamin Netanyahou a donné l'ordre au département du Mossad qui s'occupait de l'argent du terrorisme. C'est un département qui s'appelait Harpon, comme harponné. Interdiction de toucher à l'argent du Hamas. Ah bon, oui. Pourquoi? Parce que la grande idée de Netanyahou, c'est il faut que le Hamas puisse gérer Gaza. Gérer Gaza, ça veut dire laisser rentrer de l'argent. Le numéro 2 du Trésor américain arrive en Israël, qui lui s'occupe de la lutte contre l'argent de Daesh et d'Al-Qaïda. Il demande aux Israéliens, vous voulez que je m'occupe aussi de l'argent du Hamas? Non, vous n'y touchez pas. Pourquoi? Dans l'esprit de Netanyahou, et ça a duré jusqu'avant le 7 octobre. Il faut que le Hamas ait les moyens de pouvoir gérer Gaza. Et on parle de combien? Des milliards. Des milliards. Des milliards? Des milliards. En 2014, Udi Levy, le patron de ce service du Mossad, on va voir Netanyahou, elle lui dit on a trouvé à Istanbul une société immobilière qui appartient au Hamas, qui fait des milliards. Elle est cotée en bourse à Istanbul. Qu'est-ce qu'il fait? On fait rien. Les Américains se sont adressés au président turc pour lui dire il faut qu'on fasse quelque chose. Le président turc non seulement n'a rien fait, mais il a fait monter l'action de cette société à Istanbul. Et les Turcs sont pro-Hamas. Et pourquoi cet argent il a servi pour creuser des tunnels et pas à la population? Pourquoi il n'a pas servi à la population? Les militaires israéliens ont trouvé, lorsqu'ils ont investi Gaza, dans les tunnels, dans un tunnel d'à côté de Sinoir, les budgets du Hamas. Construire 1 kilomètre de tunnel avec le béton et tout, il fallait que ça rentre de quelque part. Or, Gaza, vous savez, blocus, c'est $100 000 le kilomètre de tunnel. Sinoir a dit, j'ai 500 kilomètres de tunnel, faites le calcul. 30 000 hommes, le Hamas, à peu près 3 000 et quelques l'unité d'élite, comptez $600 par mois par combattant. Il faut les payer. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent, c'est des sommes énormes, ce sont des milliards, tout le monde le savait. Mais c'est ça, tout le monde le savait, c'est-à-dire ce que vous racontez là est connu des dirigeants israéliens, absolument, de la société israélienne, et donc tout le monde laisse faire. Moins. À un moment donné, lorsque quand même des gens commençaient à se poser des questions, des journalistes et autres, on a eu l'histoire, il faut permettre au Hamas de faire rentrer du liquide dans Gaza pour payer les nécessiteux. Et on a eu cette histoire qui avait fait les grands titres, où un jet privé arrivait du Qatar, sortait un représentant qatari avec des valises pleines de billets verts, qui étaient transportés, escortés par la police israélienne jusqu'à Gaza, puis on avait la distribution. En fait, c'était du pipeau, c'était un fake, il s'agissait simplement de couvrir. Et en 2019, à des militants du Likoud, Benjamin Netanyahou a expliqué « Nous devons permettre le financement du Hamas si nous voulons empêcher l'État palestinien ». L'idée de Netanyahou était annexionniste comme son gouvernement. Pas d'État palestinien, ça a toujours été sa politique. Qu'est-ce qui peut... Alors moi, Monsieur Cohen, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, Oui. Alors déjà, est-ce que cette intervention de cet ancien journaliste très connu, Charles Anderlin, n'intervient pas maintenant pour brouiller les pistes? Et secondo, si vraiment le Netanyahou comme il le dit là, financerait donc le Hamas, pourquoi vouloir l'éliminer comme ça a été fait? Bon, d'abord, ça, c'est vrai. C'est-à-dire, moi qui suis la politique israélienne au jour le jour, de temps en temps, il y avait cette nouvelle qu'un envoyé qatari arrivait dans son avion privé avec 30 millions de dollars pour un mois, d'accord, en billets, avec des valises. Voilà, donc je sais cette information. Elle ne m'est pas du tout inconnue, loin de là. Au contraire, elle venait assez régulièrement. Voilà. C'est-à-dire, je me souviens très bien du chiffre, 30 millions de dollars pour un mois. Donc, c'est des valises qui arrivaient, qui rentraient à Gaza. Bon. Le but d'Israël, de toutes les façons, c'était d'avoir un Hamas fort qui puisse, deux choses. D'abord, qui puisse représenter un petit danger pour Israël, un tout petit danger. Parce que
ça permet de dire, oh là là, nous sommes menacés de destruction. Vous avez déjà entendu cette phrase, le Hamas menace de détruire Israël. Enfin, je veux dire, c'est de la rigolade quand même. Bon, en tout cas, le fait est que, et même, c'est Ariel Sharon qui avait permis au Hamas de revenir légalement en 1982 à Gaza. Pourquoi? Pour éliminer l'OLP de Arafat et diviser le front palestinien en deux parties irréconciliables. Si Israël voulait se débarrasser du Hamas, c'était très simple. Il faisait venir 5000 militaires ou soldats de l'autorité palestinienne avec l'appui d'Israël et il aurait balayé le Hamas. Le Hamas servait la cause israélienne, c'est-à-dire Israël a besoin d'avoir un ennemi régulièrement. Comme ça crée qu'ils vivent en état de tension permanente. Et dire à sa population, regardez, on est en danger. Voilà. Mais il se trouve que cette année, 2023, ils ont trouvé du gaz au large de Gaza. Il y a eu une entente, un accord entre l'Égypte, Israël et l'autorité palestinienne pour exploiter ces gisements fantastiques. L'Europe était partie prenante. Comme il n'y a plus de gaz russe, elle a dit banco, moi je participe, etc. Et il fallait donc éliminer, pas seulement le Hamas. Le Hamas n'était plus utile. C'est-à-dire, à un moment donné, il était utile pendant 30-40 ans. Et en 2023, il est devenu inutile, nuisible, non seulement le Hamas, mais toute la population de Gaza. Voilà. Et donc, d'où l'opération de nettoyage ethnique, de liquidation totale. Voilà. Voilà l'histoire du Hamas. Très bien, merci. Alors, je réponds vite fait à un commentaire. Guillaume, votre question, si vous voulez la poser, n'hésitez pas. Vous faites la demande. Vous avez le lien là que j'ai partagé en commentaire. Vous venez, on vous donne la parole. Il n'y a pas de souci. Alors, juste, ça permet de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier aussi concernant les 2 gendarmes arrêtés de force à Jérusalem. Oui. Et la réaction ou non-réaction pour l'instant de la France. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bon, d'abord, c'est un lieu qui est à Jérusalem-Est, donc occupé, colonisé par Israël. Et donc, il y a 3 ou 4 lieux comme ça, à caractère religieux, ou à caractère spirituel, ou communautaire, je ne sais plus. Et le ministre des Affaires étrangères voulait, qui sont sous la protection de la France, ou sous la souveraineté française, depuis 150 ans. Voilà. Et donc, ces 2 gendarmes assuraient la sécurité du ministre et avaient la protection diplomatique. Donc, ce sont des personnes intouchables. Mais la police israélienne est arrivée, elle a bousculé les gendarmes. Enfin, on a vu la vidéo. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu. En tout cas, moi, je l'ai posté sur mon compte Telegram. Donc, les Israéliens, ils n'en ont rien à fiche. Ça montre à quel point les Européens, ou même les Américains, face aux Israéliens, ils sont lâches, ils sont faibles et ils sont peureux. Voilà. Et donc, les gendarmes ont été humiliés, bousculés, menottés, emmenés au poste et après relâchés. Bon. Mais le fait est là. Le ministre a fait une déclaration un peu pincée en disant oui, c'est pas bien la fermeté. Mais bon, je pense que si c'était l'Iran qui l'avait fait ou la Russie, on aurait eu des condamnations d'une autre nature. Mais Israël, quand même, on est vraiment très gêné. D'ailleurs, quelqu'un a souligné que le RN n'a fait aucun commentaire là-dessus. Voilà. Il a passé sous silence, alors que le RN a
condamné les événements d'Amsterdam avec des trucs, des expressions lyriques extraordinaires. Il n'a pas trouvé un mot pour défendre la violation de la souveraineté française à Jérusalem-Est. Et malheureusement, c'est ça l'attitude. C'est un État voyou, Israël. Voilà. Et il le montre, et il en est fier, et il dit aux Occidentaux, voilà ce que je fais. Voilà. Vous n'êtes pas contents, en vous, voilà, comme Macron vis-à-vis des non-vaccinés. Voilà. Et donc, malheureusement, c'est ça les Israéliens. Je remercie Greasy qui a partagé un tweet qui date de février 2020 où effectivement révélation intéressante, le chef du Mossad Yossi Cohen a été envoyé au Qatar pour demander à Doha de continuer de financer les islamistes du Hamas qui contrôlent Gaza. C'est Netanyahou qui est à l'origine de cette sollicitation à l'égard de Doha, qui a accepté entre vieux amis. C'était un tweet donc Georges Malbruno. Alors. Mais c'est des valises. C'est dommage. Si j'avais pensé, j'aurais pu faire une capture d'écran de l'époque. Des valises pleines enfin, vous imaginez 30 millions de dollars comme ça qui passent d'un coup, c'est quelque chose. Hein. Oui. Alors, effectivement, merci. Alors, qu'est-ce que je voulais dire pour l'instant, je regarde s'il n'y avait pas des questions sur le chat. Ah bah tiens, voilà. Guillaume nous a rejoint. Je vais lui donner la parole. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Salut à vous. En fait, alors moi, ma question, en fait, c'était pas vraiment la question que je vous ai posée dans le chat. Ma question, c'était vraiment comment on peut, comment peut-on faire accepter des gens comme Trump, alors qu'ils ont été pendant plusieurs années considérés comme complotistes ou je sais pas quoi, alors que plein de personnes qui dénoncent ce système sont mises hors système, du coup, ils sont plus accessibles à quoi que ce soit. Et en fait, Trump, on le désigne comme complotiste et après on le remet comme président, enfin, comme dans les élections même, c'est encore plus grave. Et il y a un truc que je capte pas en fait. Enfin, si vraiment ce personnage était vraiment un gros complotiste, s'il était vraiment gênant pour l'État profond, comment l'État profond puisse laisser passer un mec comme ça alors qu'il est soi-disant complotiste et tout ça, et anti-vax et tout. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais. Oui. Bon, écoutez, en 2016, il a gagné à la surprise générale, c'est-à-dire de très très peu, c'est-à-dire vraiment, comment elle s'appelle, Clinton, elle avait plus de voix que Trump, mais Trump a gagné de justesse avec les grands électeurs. Vous savez, il y a le système américain, c'est pas le nombre de voix qui compte, c'est on peut avoir la minorité moins de voix, mais gagner plus des grands électeurs. Donc il a gagné à la surprise générale. Et donc l'État profond, il a compris son erreur et pendant 4 ans, il a mis des bâtons dans les roues de Trump. Il ne faut pas croire que Trump a gouverné normalement. Hein. Pendant 4 ans, on l'a harcelé. Imaginez que même Twitter a supprimé le compte du président des États-Unis. Il faut le faire quand même. C'est-à-dire que on lui a monté des procès, de trucs de destitution. On l'a accusé d'être complice de Poutine, etc. Et donc, ça a duré quasiment tout le premier mandat est passé sous le signe du harcèlement. Voilà. L'État profond n'a pas digéré ça. Il a compris que c'était une erreur
il ne pensait pas du tout que ça, il allait passer. Et il a décidé de faire tout. Il y avait même tout ce que faisait Trump. Obama avait gardé des espions au sein de la Maison-Blanche. Et tout le système était le ministère de la Justice, Fauci, etc. L'État profond avait gardé des hommes à lui qui le renseignaient sur Trump. Donc, le premier mandat de Trump a été pourri. Voilà. Et aux élections de 2020, l'État profond, il s'est garanti une élection sur mesure avec une fraude massive de millions et de millions de faux électeurs, etc. Bon. Comme j'ai dit tout à l'heure au début, si vous avez suivi. Et l'État profond s'est dit, bon, voilà, il lui a fait des procès quand même. On a voulu le destituer alors qu'il n'était même plus président. Il a eu un procès à New York il y a quelques mois. Et il a failli, je crois que, la sentence n'a pas été rendue, enfin peut-être, vous savez, à cause d'une prostituée qu'il aurait payée, etc. Eh bien, on voulait que le juge prononce une peine de prison ou une peine d'inéligibilité. Donc, il ne faut pas croire que l'État profond n'a rien fait pour le bloquer. Il a tout fait. Enfin, tout à l'heure, j'ai tout expliqué. C'est-à-dire, l'État profond a pensé que l'alliance de tous les médias, l'alliance des réseaux sociaux, Facebook, YouTube, etc., le harcèlement de Trump allait le réduire au silence. Mais les Américains, il se trouve qu'il faut rendre hommage. Moi, je rends hommage au peuple américain. Il ne s'est pas laissé prendre. Contrairement au peuple français, le peuple français, il se laisse prendre. On lui dit, oh là là, le fascisme. Et là, allez, on vote Macron. Voilà. Et donc, comme le peuple allemand d'ailleurs, il ne s'est pas laissé prendre. Hein. Regardez par exemple le succès de l'AfD et de Sarah Wagenknecht. À eux deux, ils ramassent presque entre 35 et 40%. On a beau les traités de complotistes, etc. Ça ne marche pas. Les gens ont compris. Ils sont lucides et courageux. Malheureusement, le peuple français n'a pas cette lucidité et ce courage. Voilà. Et les Américains, ils ont très bien compris. Ils sont allés en masse. Même les Noirs, beaucoup de Noirs sont allés voter pour Trump, etc. Et donc, ils ont voilà, c'est une question de lucidité, de courage. Et cette fois, je l'ai expliqué au début, Trump a monté une action pour éliminer les possibilités de fraude. Voilà. Et ça, je pense que peut-être qu'aussi que l'État profond ne s'attendait pas à ce barrage antifraude monté par Trump. Voilà pourquoi, malgré tous les harcèlements qu'il avait subis, Trump a réussi à gagner. Voilà. Très bien, merci M. Cohen. J'espère que vous avez répondu à la question pour Guillaume. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé donc hier avec les gendarmes en Palestine occupée, là, sur le, comment dire, est-ce que ça peut, est-ce que les relations justement en France-Israël peuvent se dégrader, et est-ce que l'on peut s'attendre, comme on a pu le voir sur un fait divers, on peut dire que c'est un fait divers ce qui s'est passé au stade aux Pays-Bas, mais ça c'est déjà arrivé dans d'autres stades, des affrontements comme ça. Bon, là le contexte géopolitique fait que, mais est-ce qu'il peut y avoir j'ai envie de dire, des attentats sous faux drapeau sur le sol français au vu de la dégradation des relations entre la France et l'Israël. Voilà. Il est possible de monter une action sous faux drapeau touchant des juifs. Imaginons un juif qui est assassiné, oh là là, c'est le retour d'Hitler. Enfin, donc, il est possible qu'il y ait une attaque comme ça.
et qui susciterait de l'indignation, la sympathie, etc. Il faut entendre. Moi, j'ai entendu les médias, surtout les médias juifs ici, parler de ce qui s'est passé à Amsterdam. On a l'impression que c'est l'Holocauste qui revient, enfin, les heures les plus sombres. Il ne faut pas déconner quand même. Bon, en tout cas, mais je ne crois pas, ceci dit, je ne crois pas à un refroidissement des relations. Malheureusement, le régime macronien, comme le régime allemand, comme le régime hollandais, ils sont profondément et indécrotablement pro-israéliens. Et donc, je ne vois pas ce qui pourrait vraiment changer la donne. Voilà. C'est-à-dire que, OK, on avalera des couleuvres, on fera semblant, par exemple, la France va convoquer l'ambassadeur d'Israël, bon, on va échanger quelques mots et puis on reprendra comme avant. Il faut pas rêver. Non, non, ce sont des incidents de parcours. Bon, la France peut utiliser, vous savez, le ministre, il a fait une petite déclaration, etc. La France peut utiliser cet incident pour dire, vous voyez, on ne se laisse pas faire, on se défend, etc. Mais ça sera juste de la propagande. Parce que fondamentalement, je ne vois pas ce qui pourrait vraiment faire changer la France quant à sa politique vis-à-vis d'Israël. Alors, est-ce que vous avez entendu la journaliste là, sur LCI là, qui disait que les gendarmes avaient un air de maghrébins? Ah non, je n'ai pas entendu ça. Ah oui, ah bon. Attendez, je vous fais écouter. Alors, juste une question, on ne voit pas le visage des gendarmes, mais une chose qui pourrait peut-être excuser le comportement des Israéliens serait si les gendarmes avaient l'air d'être, seraient peut-être d'origine maghrébine ou avaient l'air d'être arabes, et je ne sais pas si Ça n'est pas le cas. Pour le coup, on a vu et ça n'est pas le cas. Ça rappelle. Voilà, donc On est arrivé à un niveau, enfin, je veux dire vraiment les Français, enfin les médias, l'élite, enfin l'élite entre guillemets, hein, est arrivé à un niveau vraiment de bêtises et de. Enfin, ça veut dire quoi? Enfin, il portait un uniforme français quand même. Le type, il était. Et donc, ça veut dire que, vous voyez, les Israéliens, les malheureux, ils voient un arabe, ils pensent à un terroriste, on ne sait jamais, il faut les excuser. Enfin, la soumission au sionisme, elle est fantastique. ouais. Ouais. Alors, dernière, on va bientôt clôturer, monsieur Cohen. J'aimerais revenir, si c'est possible, bien sûr, aussi sur les derniers événements concernant, bon, on a vu la semaine dernière, hein, donc les célébrations du 1er novembre en Algérie. On a vu cette semaine la célébration au Maroc de la Marche verte Oui. et donc le discours de Mohamed VI. J'aimerais un peu que vous commentiez un petit peu son discours qui était très virulent envers l'Algérie et justement ce changement de ton employé par le roi. Alors, il y a eu la visite de Macron, bien sûr, hein, la reconnaissance, du moins la marocanité du Sahara. Il y a l'élection de Trump. Et tout d'un coup, on a un Mohamed VI qui s'en prend violemment, j'ai envie de dire, dans les propos sur l'Algérie, sur soi-disant le fait qu'il serait en train de séquestrer les Sahraouis. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce discours? Je suppose que vous l'avez entendu, vu. Oui, j'ai lu ces extraits-là où il mettait en cause les véritables intentions de l'Algérie, etc. Bon, moi, je crois que ça n'annonce pas vraiment quelque chose, un changement, voilà. C'est-à-dire que un homme politique, dans ces cas-là, un jour, c'est ce qu'on appelle souffler le chaud et le froid. Voilà. C'est-à-dire, un jour, il va dire, bon, voilà, nos frères algériens, ça serait bien qu'on fasse la paix, je propose qu'on fasse la paix, etc. Et puis 3 mois après, parce que bon, on dit oui, on lance les 4 vérités.
Mais en fait, à mon avis, enfin comme ça, ce n'est pas nécessairement, ça n'a pas nécessairement, comment dire, ça n'annonce pas un changement concret d'attitude. Par exemple, ça n'annonce pas une envie d'en découdre d'un point de vue militaire, par exemple, ou une action militaire. Voilà ce que je veux dire. Je pense que si le Maroc voulait un jour se lancer dans une aventure militaire, il n'a pas besoin de le dire de cette façon-là. Et s'il veut durcir sa position, il n'a pas besoin de le dire. Mais peut-être que le roi, se sentant conforté par la position de Macron, que le Conseil de sécurité avait renouvelé le contrat de. Enfin, et donc, il se dit voilà, je vais donner du grain à moudre, je vais réchauffer un peu, je vais dire à mon peuple comme quoi on est fort, on est capable de résister à l'ennemi, qu'on est capable de lui dire les quatre vérités, etc. Donc, c'est pas. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce sont des déclarations, comment dire, qui n'ont pas un caractère, qui n'annoncent pas un changement notable de la politique. Voilà. C'est juste, à un moment donné, on a envie de chauffer son propre peuple, de lui dire, voilà, regardez, on a eu l'appui de Macron, on peut dire les quatre vérités à l'Algérie, qu'est-ce que vous croyez, etc., patati patata. Donc, voilà, c'est juste une façon de se... Voilà. C'est ce que je pense. Voilà. Moi, D'accord. Alors, de toute manière, moi, j'ai pas vu de réaction de Alger, donc je pense qu'ils ils ne l'ont pas pris au sérieux, ou oui, alors, voilà. ou Oui. alors, ou alors, il y a une volonté, en tout cas, de Mohamed VI et peut-être conseillé justement par les personnes qui l'ont visité tout dernièrement, de vouloir provoquer l'Algérie pour qu'elle rentre justement elle tombe dans ce piège de rentrer dans le conflit. Concernant cette histoire du Sahara occidental. L'Algérie sait très bien que l'histoire du Sahara occidental, c'est un dossier qui est à l'ONU. Le fait que Macron reconnaisse ou pas la marocanité du Sahara, ça ne changera rien. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le dossier est à l'ONU et qu'à l'heure actuelle, le Sahara occidental est bien colonisé par le Maroc. Oui, oui, bien sûr. Mais bon, voilà, je veux dire, c'est pas. Moi, j'ai pas eu l'impression, en écoutant ou en lisant ces extraits-là, j'ai pas eu l'impression d'un changement vraiment de politique qui allait devenir agressive ou bien qu'il allait annoncer une action, voilà, par exemple. D'ailleurs, à mon avis, il ne s'est rien passé après. Hein. Voilà, bon, mais c'est un discours, la marche verte, bon, il fallait quand même dire des choses. Voilà, après tout, qu'on fait un discours, donc il faut chauffer le peuple, quoi. Voilà, c'est pas. Alors, il y a un commentaire intéressant qui vient d'apparaître, je le lis. Donc, s'il y a une guerre, c'est les Sahraouis qui la feront avec l'appui de la Russie, car la Russie est en Afrique pour punir la France. N'oubliez pas ça. Est-ce que vous Non, avez... de toute façon, à mon avis, elle ne resterait pas, s'il y a une guerre, elle ne resterait pas limitée au Maroc contre le Polisario. Je ne pense pas. Je ne pense pas que le Polisario s'engagerait dans une action militaire sans avoir des certitudes sur des appuis algériens, russes ou autres. On peut imaginer toutes sortes de liens. Donc, ce sont des spéculations qu'il est très. Voilà, bon, on peut faire des spéculations comme ça, mais on ne sait pas. Voilà. Vous savez, les aventures militaires où
les extensions militaires sont très difficiles à prévoir et surtout à analyser, à en connaître l'étendue, l'importance, la participation, etc. Donc, l'élection de Trump ne va rien y changer à cette histoire de Sahara occidental. non, mais disons, il peut, à mon avis, il peut peser. Voilà, il peut peser et c'est pas négligeable l'appui de Trump. Mais encore une fois, bon, le mot de la fin, il appartient à l'ONU. Et aujourd'hui, quand même, les États-Unis ne sont plus les maîtres du monde. Les BRICS réunissent la moitié de la population, de nombreux États importants, etc. L'Algérie est devenue partenaire, elle a obtenu le statut de partenaire des BRICS. Et donc, voilà, le Polisario va se retrouver, disons, embarqué dans cette alliance de fait. Et donc, je veux dire, une décision unilatérale des États-Unis n'amènera pas grand-chose sur le terrain. Voilà. Et donc, la décision finale appartient à l'ONU et le Polisario et l'Algérie, ils ont des soutiens très, très solides. Et donc, j'ai l'impression qu'on restera dans le statu quo. Voilà. Ok, bon bah écoutez les amis, je crois qu'on arrive on est au bout de l'émission. Merci encore à vous, Monsieur Cohen. Très bien. Bon ben, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Un très bon week-end à vous. Merci, Monsieur Cohen. Au revoir. Merci. Au revoir. Les amis, comme d'habitude, je vais clôturer sur YouTube, sur toutes les plateformes. Je vous salue. Si d'ici vendredi prochain, il y a des mouvements au niveau de l'actualité, il y aura peut-être une émission dans la semaine. Donc, restez connectés. Abonnez-vous, bien sûr, à la chaîne Altitude. Ceux qui sont arrivés en cours, vous avez la possibilité de revoir sur YouTube. Donc, abonnez-vous à Altitude, les amis. Allez, salam alaikum à tous. Bon week-end.